Dan, bonjour. Bonjour Claude. Dan, aujourd'hui, on va parler d'un oiseau que moi j'ai trouvé extraordinaire dans la démonstration qu'on a eue lors de justement cette journée où on a passé avec toi pour découvrir le centre de fauconnerie. Et c'est une buse rouilleuse que je ne connaissais pas, qui est un oiseau d'apparence tout à fait extraordinaire, mais qui a l'air d'être docile. Je te jure, c'est comme un chien, cet oiseau-là. Ça m'a vraiment étonné. Et on l'a tellement dit depuis les dernières semaines qu'il n'y a pas de lien affectif, que moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas de lien affectif. Elle a de l'air à t'aimer. Cet oiseau-là a de l'air à t'aimer. Mais vraiment, Claude, c'est seulement que la perception qu'on en a, parce qu'il n'y a pas de lien affectif, mais alors là, pas du tout. C'est un oiseau qui est originaire de l'Ouest canadien et de l'Ouest américain, qui vit dans la prairie herbeuse. OK? Donc, elle va se nourrir de spermophiles de Richardson, qu'on appelle, ce sont des chiens de prairie. En fauconnerie, cet oiseau-là est utilisé pour chasser le jackrabbit dans l'Ouest canadien. Malheureusement, au Québec, il n'y a pas vraiment de territoire. L'environnement ne s'y prête pas et le gibier non plus pour chasser de façon efficace avec un oiseau comme ça. On va davantage l'utiliser pour des présentations, des spectacles ou encore l'effarouchement. Bon, parce que justement, parlons du spectacle. On en a eu tout un lors de notre tournage ce matin. Explique-nous un peu ce qui s'est passé, parce que les gens vont le voir voler. Il faut qu'on comprenne que vraiment, c'est un oiseau de spectacle. Il donne un show, cet oiseau-là. En fait, la buse rouilleuse a tout d'un aigle, sauf le nom peut-être. Même en anglais, elle est catégorisée là, comme étant de Ferruginous Eagle. Elle est considérée comme un aigle. En fauconnerie, lorsqu'on entraîne une buse rouilleuse comme ça, c'est un pas avant d'accéder justement à un aigle, parce qu'elle a tout du comportement d'un aigle. C'est un gros oiseau de proie. Elle a la même mimique, la même attitude, le même style de vol, de longues ailes plutôt étroites, une queue plutôt longue, un corps très trapu. Donc, c'est vraiment un oiseau qui nous fait penser beaucoup à un aigle. OK. Donc, tu dis, ça, c'est un comportement. Donc, il faudrait avoir cette buse-là avant d'éventuellement acheter un aigle. Parce qu'on va pouvoir, dans des années, j'espère, les années proches, être capable d'acheter un aigle. Bien, je le souhaite aussi, Claude, là, parce que c'est tout à fait légitime, d'ailleurs. Quoi de plus beau que de chasser, par exemple, le coyote, le renard avec un aigle, justement, comme il se pratique dans nos provinces voisines ou encore en Europe. Moi, c'est déjà fantastique qu'on puisse s'approcher d'un aigle, parce que c'est très farouche. Et là, tu me dis qu'en plus, on va pouvoir l'avoir en main pour qu'on puisse chasser avec. Ça doit être tout à fait génial. Absolument, Claude. Bon, cette buse-là, je reviens au niveau du comportement. Donc, dans le fond, toi, c'est une attraction pour toi, cette buse-là, pour le fait que tu l'entraînes comme ça. Elle te suit dans le champ comme un chien. Tu l'appelles à vol. Tu te dis, Claude, veux-tu la revoir encore une fois? Oui, oui. J'aimerais ça qu'elle revienne sur le perchoir. Et tu nous fais ça. Et ça, pour elle, on dirait que c'est normal. C'est son entraînement normal. Bien, ça fait partie de son entraînement, justement. Mais l'utilisation principale là, de ces oiseaux-là, ici en captivité, encore une fois, c'est pour la reproduction en captivité, pour fournir d'autres fauconneries, que ce soit pour les gens qui habitent dans l'Ouest ou tout simplement au Québec pour faire des programmes d'effarouchement, entre autres. Là. Bon, bien écoute, on va inviter les gens à venir te voir ici, venir prendre de l'information. Centre de fauconnerie du Québec, traditionnel du Québec. Numéro de téléphone, s'il vous plaît, Dan? Dans le 418-475-4134. Merci beaucoup, Dan. Ça fait plaisir, Claude. Dan, bonjour. Bonjour, Claude. Dan, deuxième oiseau. Cette semaine, on va parler d'un faucon que tu vas nous présenter et qui a volé pour nous, donc une démonstration qu'on a eue. Qui est quel oiseau, s'il vous plaît? OK, c'est le faucon sacre. Son nom scientifique, c'est le Falco cherub. OK, il y a plusieurs sous-espèces du faucon sacre, mais on ne s'embarquera pas dans les détails des sous-espèces, étant donné que c'est très, très contradictoire et contesté même. OK. Donc, le faucon sacre, c'est un oiseau qui est originaire d'Asie, des steppes de la Mongolie, de l'Afghanistan, de la Chine, qui va s'étendre aussi jusque dans les pays du Golfe. En Europe, en Tchécoslovaquie, entre autres, il y en a en Europe, sur le continent européen, mais il est très, très menacé. Donc, c'est un oiseau des déserts de roches. Donc, si je veux, en fauconnerie, si je veux réussir à chasser avec un oiseau comme ça,
en Amérique du Nord, bien, je dois essentiellement essayer de répliquer le même genre de territoire et le même genre de gibier que cet oiseau-là va capturer à l'état sauvage pour assurer le plus possible le succès, vous comprenez? OK. Donc, si j'utilise les voies naturelles de mon oiseau, même s'il n'est pas indigène au Québec, je vais avoir du succès à la chasse là, en utilisant des oiseaux. Bon, il n'a pas l'air nerveux à ton contact, là, parce que dans le fond, tu vas le chercher, tu l'amènes pour justement pour faire son entraînement, et on assiste à un entraînement tout à fait extraordinaire. Oui, Claude, évidemment, ces oiseaux-là, le faucon sacre, c'est un gros faucon qu'on va utiliser en fauconnerie principalement pour le canard et même l'oie blanche. Ah oui. C'est des oiseaux qui sont extrêmement féroces et très puissants, qui peuvent aller capturer une oie blanche là, de façon... Là, Puis le vol, on le voit bien, c'est un vol qui est parfois très gracieux, parfois très agressif. En piqué, c'est une vitesse incroyable. Exactement. De tous les faucons, OK, il n'y en a qu'un seul que l'on dit un vrai faucon et qui est d'une classe à part, c'est le faucon pèlerin. Tous les autres faucons sont tous dits des faucons de désert. OK. Donc, ils ont les ailes un peu plus larges pour être capables là, de faciliter les poursuites de queue. OK? OK. À l'instar du pèlerin qui, lui, aura tendance à monter beaucoup plus haut dans les airs pour ensuite plonger sur sa proie. Bon, en terminant, Dan, est-ce que les entraînements doivent être longs? Comment ça dure de temps, un entraînement de faucon? Honnêtement, vous êtes mieux de passer 2 minutes par jour avec votre oiseau lors de l'affêtage initial que de passer 2 heures de temps et en retirer très peu. OK. Une fois que l'oiseau a commencé son entraînement et commence à voler au leurre, bien, on ne va pas lui servir le leurre toujours, par exemple, après la 10e passe. On va alterner, OK, pour que l'oiseau ait toujours l'impression d'avoir un effet de surprise. OK? Mais le but aussi, c'est d'extensionner ces temps de vol-là pour finalement construire une forme physique, hein, évidemment. Donc, on peut faire voler un oiseau, un faucon comme le faucon sacre, 2 à 3 fois par jour au leurre sans problème. Donc, en nature, ces oiseaux-là volent de façon naturelle, donc ils gardent leur équilibre physique. En captivité, c'est à toi de le conserver en le faisant travailler régulièrement. Et il y a des considérations de poids à prendre, c'est-à-dire que si je monte le poids trop rapidement ou que je le baisse trop drastiquement, dans le cas des faucons, ça cause des problèmes au niveau pododermatite, etc., là, des problèmes physiques importants. Donc, on doit toujours être constant et y aller très minutieusement avec les faucons. Merci beaucoup, Dan. Bienvenue, Claude. Dan, bonjour. Bonjour, Claude. Dan, dans les prochaines semaines, on va déterminer maintenant quel genre de centre de fauconnerie traditionnel que tu as ici, avec bien sûr les élevages que tu possèdes là. Si on commençait dans une des volières et que tu nous décrivais qu'est-ce qu'on peut voir, là, quel genre d'oiseau on voit et à quoi il sert au niveau de la fauconnerie. OK. Ici, ce que vous voyez présentement, c'est un autour des palombes d'Europe. OK? C'est une espèce que j'ai importée d'Angleterre dans le but de faire de la reproduction en captivité pour vendre pour d'autres fauconneries ou d'autres fauconniers. Donc, l'autour des palombes, la caractéristique de cet oiseau-là, c'est que c'est un oiseau qui a un tempérament quand même très chaud, qu'on pourrait dire. Ce n'est pas des oiseaux qui sont dédiés pour des débutants. Ce sont des oiseaux forestiers, très discrets, très, très furtifs aussi comme chasseurs. Par contre, il y a beaucoup de technicalités qu'il faut connaître avec ces oiseaux-là, dont, entre autres, on ne peut pas les entraîner par des températures trop élevées, par exemple. Ce serait dangereux de compromettre leur santé. Parce qu'il faut savoir qu'avec les éperviers et les autours, comme l'autour des palombes que vous voyez, la marge d'erreur, elle est extrêmement mince. OK. OK? Donc, c'est très facile soit de perdre un oiseau, perdre le contrôle littéralement si on le fait voler à un poids trop haut, ou tuer l'oiseau carrément avec un système immunitaire beaucoup trop affaibli par une mauvaise gestion du poids. Là. Bon, est-ce que, justement, dans la nature, là, cet oiseau-là, qui se trouve un bon lièvre ou une bonne perdrix, il ne la mangera pas au complet, puis automatiquement, il va devenir plus gras, comme nous autres, qui mangeons un peu trop pour notre appétit? Les oiseaux de proie, là, à l'état sauvage et même en captivité, n'ont pas le principe du garde-manger, si vous voulez. Ils ne vont pas stocker de la nourriture en prévision des temps plus maigres, par exemple.
Donc, ils vont se nourrir sur le moment, OK, sur le gibier dont ils vont avoir attrapé. Et puis, par la suite, une fois qu'ils ont terminé, même s'ils n'ont pas tout mangé, ils vont partir, là, puis ils vont laisser la carcasse là. Ils savent que leur poids, ils vont comprendre que s'ils mangent trop, ils ne pourront plus voler. Mais oui, exactement, mais le problème avec la garde en captivité, c'est que si on fait descendre le poids trop drastiquement ou encore trop bas, c'est que l'oiseau, même qu'on lui donnera autant de nourriture qu'il veut, il n'est plus capable de compenser. Cette perte de poids-là est finie par mourir à un moment donné. Donc c'est important là, de... Donc, à tous les jours, il faut que tu pèses ton oiseau? Exactement, oui. Est-ce que tu l'entraînes tous les jours? Est-ce que tu es obligé d'entraîner l'oiseau tous les jours? Bien, c'est préférable aussi. Hein, pour garder une bonne forme physique, on n'a pas d'autres avenues que d'entraîner l'oiseau à chaque jour pour être capable justement de déterminer le poids et la quantité de nourriture dont je dois lui donner pour qu'il retrouve sensiblement le même poids d'une journée à l'autre. Dans la semaine prochaine, on va voir un autre oiseau. C'est fort intéressant. Puis comme ça, on va faire le tour complet de ton centre qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Claude. Dan, bonjour. Bonjour, Claude. Dan, aujourd'hui, on va faire le reste de la visite du Centre de fauconnerie traditionnel du Québec. Il y a des espèces d'oiseaux que tu vas nous présenter aujourd'hui qui sont quoi, s'il vous plaît? OK. On a les faucons laniers, OK, qui sont originaires d'Afrique et puis du sud de l'Europe, la Grèce, etc. Les faucons laniers, personnellement, ce sont des oiseaux de prédilection, justement, pour commencer dans l'art avec les oiseaux de haut vol. C'est des oiseaux qui ont un tempérament beaucoup plus facile et puis aussi va vous offrir une bonne expérience là, au niveau du leurre. C'est un oiseau qui n'est pas très gros en plus. C'est un oiseau qui est facilement maniable. C'est un faucon de taille moyenne. OK. Okay. Bon, ça mange quoi? Même chose? Tu vas entredonner ça exactement la même affaire que toutes les autres, que notre buse d'Aris? La diète, c'est à base de nourriture d'animaux complets. OK? Donc, des cailles ou encore du poulet ou du faisan, du pigeon, de la perdrix. OK? C'est quoi l'espérance de reproduction? Toi, ici, c'est un centre de reproduction, le oui. temps vent des oiseaux. Oui. C'est quoi l'espérance que tu peux avoir d'un couple? Est-ce que c'est des œufs automatiques ou finalement, ça dépend de l'environnement? OK. La première chose qu'il faut savoir, Claude, c'est qu'un couple d'oiseaux de proie va commencer à se reproduire seulement qu'après 2 à 5 ans d'âge. Donc, un oiseau de proie comme celui-là, qui a 3 ans, pourrait commencer à se reproduire avec une femelle entre 2 et 5 ans d'âge. Okay. Donc, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une chose qui va arriver du jour au lendemain. Okay. Ensuite de ça, ils vont se reproduire une fois par année. Okay. OK? Donc, c'est pas, en donnant c'est quoi? pas aussi Un, facile. 2 petits, 3 petits? Ça varie selon les espèces, OK? Une buse rouilleuse, la buse de Harris, comme j'ai en ce moment, oui. va donner entre 2 et 5 œufs. Okay? La moyenne, c'est 4. Okay. Donc, ça va varier comme ça d'une espèce à l'autre. Et maintenant, on a le faucon gerfaut, qui sont les oiseaux les plus prisés sur le marché en fauconnerie à travers le monde. Okay? Beau pour ça. C'est un oiseau qui est Il est extraordinaire. absolument sublime, Claude. Un beau visage, une belle face, un bec un peu plus court. Là. Ce sont des oiseaux qui viennent de l'Arctique, OK, qui vivent dans les déserts de glace, en fait, là, dans la toundra, et qui sont les plus gros faucons au monde. Okay? Okay. Ce sont les plus gros de l'espèce des faucons, ce sont les plus gros. Maintenant, lorsqu'on les garde en captivité, ces oiseaux-là sont beaucoup plus fragiles que toute autre espèce d'oiseau de proie qu'on peut connaître. Étant donné qu'ils viennent de l'Arctique, l'air est beaucoup plus sec et il y a moins de poussière. Lorsqu'on les amène, lorsqu'on les trimballe ici, plus au sud, il y a plus d'humidité, donc il y a plus de poussière aussi. Ils sont plus sujets à certaines maladies comme l'aspergillose, entre autres, qui attaque directement les poumons et les sacs aériens. Okay. Donc, au niveau de l'affêtage, on a des prescriptions préventives, okay, de la médication préventive pour l'entraînement, entre autres, des gerfaux, là, pour éviter ces maladies respiratoires-là. Mais les oiseaux, les gens le jettent parce qu'il est beau. Bien, principalement, c'est pas nécessairement parce qu'il est beau, Claude, que pour ses qualités de chasseur. C'est vraiment un chasseur hors pair. OK. Il va surpasser en force et en courage là, le faucon pèlerin.
Bon, une autre espèce qu'on a ici dans une de tes volières? Ensuite, on a la buse à queue rousse qu'on reproduit, qui est l'oiseau par excellence. Si le faucon lanier était l'oiseau de débutant pour le haut vol, la buse à queue rousse est l'oiseau tout dédié pour l'apprenti de chasse au bas-vol. Pour commencer, c'est vraiment l'oiseau que je vais orienter les gens. OK. C'est un